C'est vrai que le grand retour de la Russie dans le jeu moyen-oriental, il est marqué par une intervention militaire qui commence à partir de septembre 2015 pour sauver sans doute le régime bassiste de Bachar el-Assad à Damas, c'est-à-dire que sans l'intervention russe, qui était d'ailleurs, je parle sous le contrôle de François Nicolo, intervention russe qui a été suggérée par un Iranien, par le général Qassem Soleimani, dans un voyage en juillet 2015 à Moscou. Et cette intervention militaire russe en septembre 2015 va sans doute empêcher la chute de Damas aux mains des rebelles, qui sont évidemment dominés par les rebelles islamistes et djihadistes. Si Damas était tombé, je pense qu'on aurait eu comme conséquence immédiate un génocide des Alaouites, cette minorité proche du schisme qui appartient à la famille de Bachar el-Assad, enfin sa famille lui-même, parce qu'il a épousé, sa femme est sunnite, la femme de Bachar est une sunnite. Au mieux, l'expulsion de tous les chrétiens vers le Liban. Quant aux églises de Damas, je pense qu'elles auraient toutes brûlé. Et on aurait eu une stabilité comme en Libye. On aurait eu une stabilité comme en Libye. Si je peux juste vous interrompre une seconde, le chef de tous les services de renseignement syriens est sunnite. Tout à fait. Il s'appelle Ali Mamlouk, il est sunnite, tout à fait. Et donc, la Russie, comme l'a dit très bien Rick Alvar, elle a ses intérêts, la base donc, navale de Tartous, elle a même maintenant une base aérienne permanente du côté de l'attaquer, puisqu'il y a un accord entre la Russie et la Syrie. Et puis, évidemment, les Russes sont intervenus en Syrie aussi comme raison interne, parce que vous avez vu que Vladimir Poutine est très proche de l'Église orthodoxe. Le deuxième personnage en Russie, après Poutine, c'est le patriarche. Et la majorité des chrétiens de Russie, tous les chrétiens sont avec Bachar el-Assad, parce que c'est l'accord des minorités, ils se sont protégés par le régime de Bachar el-Assad, la majorité des chrétiens de Syrie sont orthodoxes. Et donc aujourd'hui, quand vous allez même en Syrie, mais même quand vous allez à Beyrouth, quand vous demandez dans la rue quel est le protecteur des chrétiens d'Orient, il y a 40 ans, on disait, 50 ans, on disait la France. Aujourd'hui, on dit c'est la Russie. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est une raison pour l'opinion publique pour montrer, Poutine montre aux orthodoxes russes qu'il est aussi le protecteur des chrétiens d'Orient, dont la grande partie est orthodoxe. Mais c'est aussi évidemment, ça s'inscrit évidemment aussi dans un jeu de rivalité face aux États-Unis, rivalité dont va vous parler le général Gomard. Merci Renaud. Pour compléter ce que nous a dit Patrick Calvar à propos de la Russie, ce qui est assez intéressant, me semble-t-il, c'est qu'au-delà de leur intérêt et dans la participation à la lutte contre le terrorisme en suivant les Dagestanais, les Tchétchènes, etc., en réalité, ils ont profité de cette occasion pour remonter en puissance militairement. Le grand drame de la Russie, finalement, à la fin de l'URSS, c'est qu'effectivement, sur le plan militaire, il y a eu une dégradation très nette de leur capacité propre militaire. Et finalement, après le retrait d'Afghanistan, les Russes, sur le plan militaire, faisaient encore beaucoup d'esbroufs, mais réellement en interne de l'armée, il ne se passait plus grand-chose. À tel point, c'est qu'un officier russe n'était pas capable d'inviter même sa famille à dîner dans un restaurant à l'époque. Donc il y avait une vraie perte de pouvoir d'achat des militaires, et les militaires étaient un peu laissés pour compte, d'où un certain nombre d'incidents, dont le plus célèbre reste celui du Kursk, du sous-marin Kursk, avec une incapacité à aller sauver les sous-mariniers qui étaient à bord, et avec un appel d'ailleurs à des marines occidentales pour aller tenter les aider. Mais ce fut un peu tard.
Et donc, effectivement, M. Poutine profite de cette occasion pour remontrer toute la puissance militaire qui a été la sienne, avec, au-delà du désarmement, enfin, dire de la dénucléarisation de l'armement, pas la dénucléarisation, pardon, l'aspect chimique de l'armement qui a été effectivement fait avec sur proposition russe. Donc on voit bien une disparition à ce moment-là des Occidentaux, ou un effacement face à cet armement chimique. Et donc les premiers à agir, ce sont bien les Russes. Et derrière, on voit bien la montée en puissance militaire des Russes, qui veulent de nouveau se confronter aux Occidentaux, avec le départ, le décollage d'avions à long rayon d'action, qui décollent du nord de la Russie, qui font tout le tour de l'Europe au passage, qui alertent toutes les patrouilles européennes, donc ils décollent toutes à tour de rôle, qu'elles soient belges, françaises, espagnoles, pour les suivre. Elles font le round par les ports de Gibraltar, elles traversent toute la Méditerranée, elles vont au-dessus de la Syrie, elles bombardent même, et ensuite elles rentrent dans le sud de la Russie, en passant au-dessus de l'Iran, donc avec un accord, effectivement, un accord de survol avec les Iraniens. Et à travers ça, ce qui est intéressant de voir, c'est de voir effectivement tous leurs accords internationaux qui sont les leurs, et donc effectivement une entente avec les Iraniens. Mais également, ce que l'on voit, et ils tentent à un moment donné, c'est d'envoyer leur seul porte-avions, qui s'appelle le Kuznetsov, et ce Kuznetsov vient effectivement en mer Méditerranée, mais en termes d'aéronaval, j'allais dire qu'ils sont un peu moins bons que le sont les Américains, c'est-à-dire que leurs avions, finalement, ils ont des problèmes à l'appontage, ils cassent 2 avions, et finalement ils se servent de leurs avions qu'ils mettent à terre sur l'aéroport de Latakia, et leur Kuznetsov est dans le port de Tartus. Et puis finalement il repart vers le nord, et on ne reverra pas le Kuznetsov. Mais tout ce qui est intéressant, c'est de voir également tous leurs sous-marins qui passent par là, tous leurs bâtiments qui passent par là, donc une vraie présence militaire, avec un certain retrait des Américains et un effacement total des Européens, parce que à part les quelques Français et les quelques Britanniques et quelques autres pays européens, finalement, il y a une absence totale de l'Europe dans cette zone. Le seul intérêt finalement aujourd'hui européen, au-delà de l'aspect pétrolier, c'est bien la lutte contre le terrorisme. Mais donc, je pense que M. Poutine a bien profité de cette occasion-là pour remonter en puissance militairement et de faire égal à égal avec les Américains et avec les Occidentaux. Et avec, j'allais dire, le point d'orgue aujourd'hui, qui est l'exercice Vostok, et donc un accord avec les Chinois, où quand même, ils ont quand même engagé 300 000 hommes sur le terrain, plusieurs milliers d'avions, des centaines de bateaux, donc une puissance militaire qui est revenue à celle qui était la leur au temps de l'URSS. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, il y a, on parle beaucoup de l'actualité de la bataille d'Idlib. Donc la bataille d'Idlib, qui est la dernière. Vous avez un directeur du renseignement militaire qui va vous montrer exactement où c'est. Voilà. Voilà. Et alors dans cette bataille d'Idlib, donc c'est la dernière partie du territoire, on en parle beaucoup, vous entendez à la télévision, etc. On en parle beaucoup parce que c'est la dernière partie du territoire syrien qui n'a pas été reconquise par le régime de Bachar al-Assad. Et il y a eu une discussion récemment à Téhéran dans ce qu'on appelle le sommet de l'axe d'Astana. L'axe d'Astana, c'est une réunion qui a eu lieu à Astana entre la Turquie, qui est proche des rebelles au régime de Bachar al-Assad, l'Iran et la Russie. Et donc il y a eu une réunion à Téhéran où d'ailleurs ces gens se parlent mais ne sont pas forcément d'accord, où un constat de désaccord a été fait. Il y a 3 positions après Astana, notre ami Nicoulou va vous en parler. Il y a 3 positions. Il y a la position des Turcs qui dit on ne change rien, ça reste un grand secteur où vous avez donc les rebelles, à la fois des rebelles soutenus par l'Occident, de l'armée syrienne libre, mais beaucoup aussi de rebelles islamistes, notamment Al-Nusra,
djihadistes, c'est-à-dire Al-Qaïda, si vous voulez, et quelques restes moins nombreux, beaucoup moins nombreux, de l'État islamique. Alors, les Turcs, ils disent on ne change rien. Les Russes, la position des Russes, c'est le contraire, c'est-à-dire on va aider militairement le régime de Bachar, le gouvernement légitime syrien, les Russes, à reprendre sa province d'Idlib. Et puis vous avez l'Iran, François Nicolau vous en a parlé, qui est une position, je dirais, intermédiaire, qui est de dire, bon, il faut faire la part des choses entre les terroristes et les rebelles, ceux qui acceptent le processus de discussion d'Astana, et avoir une reconquête d'Idlib par étapes, et avec une discussion avec ces rebelles qui acceptent ce processus de négociation d'Astana, par étapes, avec les Iraniens sont favorables à la promulgation d'une amnistie générale à l'égard de ces rebelles qui acceptent le processus d'Astana. Bref, je vous dis tout ça, c'est pour faire la liaison sur le dossier syrien avec ce que va vous dire François Nicolau, c'est-à-dire quel est le jeu aujourd'hui de deux grandes puissances régionales anciennes, qui est la Turquie et l'Iran, la Turquie et l'Iran qui ne se font plus la guerre depuis le début du XVIIe siècle. Quel est leur jeu et comment l'Iran aussi, cher François, va essayer d'échapper, va peut-être pas pouvoir échapper, au blocus économique que veut lui imposer l'Amérique, puisque comme vous le savez, l'Amérique Trump a cassé l'accord international qui était pourtant sanctionné par les Nations Unies, par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'accord international du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien. François, tu as la parole. Merci beaucoup. Donc, si on essaye effectivement de structurer un peu ce paysage extraordinairement fracturé que représente le Moyen-Orient, on a vu effectivement les grandes puissances extérieures, Russie, États-Unis, puis la non-puissance qui est l'Europe, mais enfin au moins le jeu de quelques Européens, ça c'est le cercle extérieur, et puis à la fois dedans et dehors, il y a au fond deux autres puissances, les deux puissances régionales que sont la Turquie et l'Iran, qui sont quand même originales parce que ce sont deux balcons en quelque sorte qui surplombent le monde arabe et elles ont des points de ressemblance, ces deux nations. Elles sont d'abord toutes les deux des héritières de grands empires et elles ont aussi le fait qu'elles sont originales dans la mesure où elles ne sont pas des nations arabes précisément, ce sont des nations musulmanes, elles sont à la fois réunies par l'islam et aussi séparées par le schisme qui a été installé, on peut le dire, au XVIe siècle par l'empire safavide, l'empire qui a précédé la nation iranienne et qui, pour se distinguer précisément des Turcs qui avaient l'ambition d'installer un califat dans l'ensemble du monde musulman, a imposé par la force, les Safavides ont imposé par la force à la population iranienne la conversion au chiisme. Donc on a deux nations qui surplombent le monde arabe, sont quand même profondément liées par toute une histoire. Leurs frontières n'ont pas bougé depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est quand même intéressant. Donc ça donne le sens d'une certaine stabilité et deux nations qui aujourd'hui refusent d'être les jouets des grandes puissances, qui comme jeux auxquels se sont trop souvent prêtés, mais comment faire autrement, les petites nations arabes. Il faudrait parler évidemment de l'Égypte, qui était quand même une grande nation arabe, elle aussi héritière d'une longue histoire, mais qui se trouve, pour des raisons qu'on peut peut-être développer déjà, qui se trouve hors jeu pour le moment. Et donc, si on se concentre un petit peu sur l'Iran, comme m'y invite Renaud, précisément ce refus
au fond, d'entrer dans le moule, finalement, qu'essaye de lui imposer à la fois l'Occident, et en particulier les États-Unis, bien entendu. On fait véritablement le mauvais objet, celui qui complique la vie de tout le monde. Et on reproche effectivement à l'Iran en ce moment deux stratégies. La première, c'est de tenter de créer un arc chiite qui irait de Téhéran et même peut-être des rives orientales de l'Arabie Saoudite, où il y a des populations chiites, et même du Yémen, et qui irait jusqu'à la Méditerranée, en tous les cas de créer un axe fort Téhéran-Méditerranée. Ça, c'est la première stratégie, la première ambition qui lui est reprochée comme déstabilisatrice dans le langage de ceux qui le lui reprochent. Et puis une deuxième ambition qui est d'instaurer sa primauté dans le Golfe Persique. Vous savez qu'il y a un sujet qui fait l'unanimité en Iran, mais alors vraiment à 100%, c'est la dénomination de Golfe Persique. Précisément, les Iraniens sont extrêmement attachés à cette notion, et évidemment cette primauté dans le Golfe Persique, qui pour eux était naturelle, c'était leur mer intérieure pratiquement au XVIe, au XVIIe siècle, et même avant, s'est trouvée évidemment remise en cause par la création de tous ces émirats et bien entendu l'apparition de l'Arabie Saoudite, mais ça, on y reviendra. Et cette crise, évidemment, avec l'Iran, a pris une forme paroxystique maintenant, avec la sortie de Trump de l'accord nucléaire et la volonté d'obtenir de l'Iran non seulement l'ambition, la renonciation à ses ambitions nucléaires, mais également la renonciation à ses ambitions régionales, d'exercer une hégémonie sur la région, et renonciation également à ses ambitions balistiques. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'on aura l'occasion de rebondir sur tous ces sujets. Parfait, de toute façon, on aura l'occasion de rebondir parce que, comme je vous l'ai dit, il y aura toute une session pour les questions de la salle. Alors, c'est une région aussi, vous ne manquerez pas, j'imagine, on a laissé beaucoup de trous, vous ne manquerez pas de poser des questions lors de la session de 30 minutes consacrée aux questions. Alors,